Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une table ronde qui va être consacrée aujourd'hui à l'hydrogène. C'est un peu une évidence de parler d'hydrogène en ce moment. C'est un pan majeur du plan de relance. Et donc, nous avons 4 invités pour en parler autour de cette table. Sylvie Perrin, bonjour. Vous êtes associée au cabinet De Gaulle Florence, spécialiste du secteur de l'énergie, de la transition écologique et donc forcément maintenant également de l'hydrogène. À vos côtés, Philippe Boucli. Bonjour. Bonjour à vous, président de l'AFIPAC, l'association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. De l'autre côté de la table, Fabiola Flex, bonjour. Vous êtes la directrice des affaires publiques de Symbio, donc fabricant de piles à combustible. Et puis Pierre Fortet à vos côtés, merci à vous également d'être là. Bonjour, PDG de Pragma Industries. Et puis vous avez aussi notre casquette, membre du collectif Entrepreneurs for Hydrogène, parce que c'est aussi un sujet européen, l'hydrogène. On va le voir avec vous. Commençons peut-être avec vous, Philippe Boucli, parce que l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on était en 2018 sur un plan hydrogène arraché de haute lutte, on peut peut-être le dire, par Nicolas Hulot, de 100 millions d'euros. Là maintenant, 7 milliards d'euros, un petit peu plus, d'ici 2030. Le changement d'échelle, il est clair, il est évident. Et comment il va se concrétiser très vite ? C'était en tout cas quelque chose que vous appeliez évidemment de vos souhaits depuis longtemps. Alors, ça correspond tout à fait à la vision qu'avait exprimée la filière sur un manifeste en juillet de cette année pour un plan national hydrogène ambitieux et cohérent. Le montant, vous l'avez donné, 7 milliards 200 millions sur la décennie. Et effectivement, on passe des millions aux milliards avec Nicolas Hulot qui a donné quand même une formidable impulsion au développement de l'hydrogène. Mais qui manquait un peu de visibilité, notamment financière. Avec pas mal de petits projets par-ci par-là, voilà. Mais là, effectivement... Là, maintenant, on change d'échelle, et sur 3 axes qui correspondent également à ce qu'on souhaitait. L'industrie, la mobilité lourde, la mobilité professionnelle et la recherche. Industrie, décarboner un certain nombre de secteurs de l'industrie, créer une filière française compétitive de l'électrolyse. Donc, on va arriver à des gigafactories d'électrolyseurs. Deuxième axe, la mobilité professionnelle. Donc, on va avoir l'occasion d'en parler. Donc, les taxis, les véhicules utilitaires, les trains, bateaux, avions. Et donc là, le développement de briques technologiques, de démonstrateurs, de déploiement de ces mobilités. Également, la constitution, je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler, d'écosystèmes territoriaux d'envergure. Donc, développement d'hydrogène sur les territoires. Et puis, troisième axe, un programme prioritaire de recherche, c'est-à-dire on continue à cultiver, je dirais, l'excellence qu'on a en France au travers du CNRS, du CEA, du Labo des Mines de Paris, etc. Donc vraiment 3 axes très prometteurs. Sylvie Perrin, l'aspect financement, c'est vraiment la différence aussi de ce plan. Là, encore une fois, on passe du million au milliard. Il faut maintenant mettre tout ça en place pour que des petites initiatives locales parfois se massifient, qu'on industrialise un petit peu tous les aspects, que ce soit la production et de l'hydrogène même, et ensuite ses usages. Absolument, et alors on le voit, c'est-à-dire que quand vous avez une annonce de ce style avec 7 milliards, évidemment, la place se mobilise. Vous avez des fonds d'investissement, des banques qui sont volontaires pour venir accompagner ces projets. Pour ça, c'était moins le cas avant, forcément. C'était moins le cas quand il y a 100 millions. Un fonds d'investissement qui a levé plusieurs milliards se dit c'est pas nécessairement moi qui vais financer ça. Est-ce qu'on a une équipe qui va commencer à travailler ces projets ? Voilà. Donc là, on parle quand même d'une base. Il faut évidemment avoir un éclairage complémentaire sur cette base, mais c'est une base suffisante en tout cas pour intéresser le marché des investissements. Et tout ne sera pas forcément concret tout de suite. Il y a de la production, ça prend du temps, mais il y a des éléments très concret comme Symbio, Fabiola Flex, dans quelques semaines, quelques mois, une première grande usine, je ne sais pas si on peut parler de Gigafactory, mais en tout cas, vraie grande usine de production de piles à combustible. Tout à fait, une vraie grande usine que nous allons poser la première pierre au premier trimestre 2020. Donc, 21. Production... 21, pardon. J'anticipe. Tout a été décalé avec le Covid. En fait, l'idée originale était de faire en 2020. Ça a été décalé. Nous allons le faire durant les premiers mois 2021. Donc, et c'est vraiment ce passage à l'échelle aussi qui est concrétisé. Tout à fait. L'enjeu du secteur, c'est vraiment l'industrialisation, la montée en puissance rapide des volumes pour faire réduire les coûts. Et comme le disait Philippe, à la différence du
plan Hulot, pardon de résumer ça de la sorte, de 2018, cette partie industrielle qu'il y a dans ce plan français, pour nous c'est capital, puisqu'il faut réduire les coûts, produire massivement. On n'a pas un problème de technologie dans la mobilité hydrogène, on a juste une problématique de baisse des coûts par le volume. Un véhicule hydrogène produit à quantité équivalente au véhicule thermique est moins cher. Ouais. Et typiquement pour Symbio, en termes de piles à combustible produites entre 2019 et 2021, ça fait... Je peux même aller jusqu'à 2030. Notre ambition est de produire 200 000... Alors, le nom de nos produits, c'est du stack pack. Oui. C'est-à-dire, je le fais très rapidement, promis... Si on prend simplement une pile à hydrogène, si on la met dans un véhicule comme ça ne va pas marcher. On a toute une problématique d'intégration. Et donc, nous vendons ce qu'on appelle stack pack, c'est-à-dire la pile à hydrogène, un système hydrogène dans lequel on ajoute vraiment tous les composants nécessaires à sa bonne intégration, à son bon fonctionnement. Nous les prévalidons et ça facilite l'intégration dans les véhicules. Ce sont nos stack packs et 200 000 par an à horizon 2030. Ambition... ambition de devenir un des leaders mondiaux de la mobilité hydrogène à horizon 2030 grâce au soutien quand même très important de nos deux actionnaires, il faut le mentionner. Et Faurecia, nous sommes une co-entreprise entre Michelin et Faurecia, deux acteurs majeurs de l'hydrogène depuis novembre 2019. Pierre Fortet, pour vous aussi, à votre échelle, cette évolution, qu'est-ce que ça change très concrètement ? Vous commencez à vous dire que vous pouvez là aussi massifier, densifier des projets qui étaient existants. Hein. Vous êtes tous autour de la table des exemples pour bien démontrer que l'hydrogène, ça vient pas de se créer là en 5 minutes. Mais voilà, en tout cas, ce passage à l'échelle, il existe aussi pour vous. Tout à fait. Moi, j'ai une certaine antériorité dans le secteur puisque j'ai créé cette société, ma société Pragma Industrie, en 2004. Ouais, donc voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est j'ai vu le secteur évoluer, j'ai vu les technologies, j'ai vu les acteurs évoluer et qui s'intéressaient à ce secteur-là depuis ces 16 dernières années, donc ça fait un petit moment. Ouais. Et aujourd'hui, on est à un tournant, clairement. Nous, on est dans la mobilité avec un segment... un positionnement sectoriel qui est un petit peu spécial pour nous, puisqu'on fait de la mobilité légère à hydrogène. Ouais. Donc, contrairement à Symbio, qui va plutôt faire de la mobilité lourde, donc du véhicule utilitaire léger jusqu'à du véhicule utilitaire lourd, nous, on est dans les vélos. Les vélos, les triporteurs et les quadricycles légers. Donc, c'est un positionnement un petit peu unique aujourd'hui. Et on a choisi de défendre la position de l'hydrogène dans ce secteur-là, parce qu'on pense qu'en termes de développement durable, ça a du sens. Maintenant, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous, ces dernières années, donc on a eu un parcours de maturation technologique, de concrétisation d'une expertise, puisqu'on a déployé déjà des centaines de vélos, on a déployé un certain nombre de technologies déjà. Et du coup, aujourd'hui, on est à maturité technique pour aborder une phase de croissance industrielle, pour quitter la phase d'expérimentation et attaquer la phase d'industrialisation, ce qui est le cas de Symbio, ce qui est le cas de la plupart des acteurs aujourd'hui dans l'hydrogène, et qu'on est à la conjoncture de ça, donc cette transition industrielle, à une attente sociétale, clairement, vers de la mobilité décarbonée, maintenant c'est devenu très fort, et un soutien des pouvoirs publics. Donc c'est le rassemblement, la jonction de ces trois éléments qui crée un terreau pour qu'on puisse demain défendre nos emplois industriels. Parce que l'hydrogène, c'est aussi ça. On crée maintenant les emplois de demain. Il y a l'aspect effectivement emploi, il y a l'aspect production d'un hydrogène vert, c'est clairement ça l'objectif. Philippe Boucly, c'est là aussi qu'on pourra se dire, ça y est, il y a une filière française de l'hydrogène qui existe avec tous les blocs. Tous les blocs, c'est-à-dire une chaîne complète et notamment en amont, la production d'énergie renouvelable en quantité suffisante, à la fois éolienne et solaire. Et puis une filière, donc, je l'ai dit, de l'électrolyse. Pour donner quelques chiffres, actuellement, le champion français, McPhy, fait 100 mégawatts il est capable de faire 100 mégawatts par an. Il vise, à l'horizon 2024, 1000 mégawatts, donc un x10. Et puis, quelques années plus tard, la même chose, donc 2-3 ans plus tard, encore 1000 mégawatts. Donc, on va vraiment changer d'échelle pour atteindre les objectifs qui sont, au niveau français, c'est 7000 mégawatts d'électrolyse à l'horizon 2030. Les Allemands ont un objectif équivalent. Et au niveau européen, il y a une initiative de 2 fois 40 000 mégawatts. Donc, pour vous dire les chiffres, on va vraiment changer d'échelle, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a l'Allemagne qui a eu son plan, 9 milliards, le Portugal, 7 milliards également. Alors, pas forcément sur les mêmes durées pour certains que la France, mais en tout cas, des gros plans et aussi un objectif européen. Sylvie Perrin, c'est quelque chose d'important aussi d'avoir justement
une démarche européenne ? Oui, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est plus puissants ensemble et c'est une question de rapidité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a été, il y a 40 ans, le leader sur le nucléaire. C'était une autre société. Les choses bougeaient autrement. Aujourd'hui, il faut aller vite. Et seul en France, on est quand même un petit pays. Il faut quand même pouvoir avoir d'autres acteurs à nos côtés pour construire une véritable industrialisation. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il faut aller à une échelle beaucoup plus large. Il faut faire baisser les prix. Il faut pouvoir utiliser une énergie qui, comme dans le plan, la PPE, le programme pluriannuel de l'énergie, une énergie qui soit, un hydrogène qui soit vraiment une solution décarbonée à moyen et long terme. Ça, c'est essentiel. Et ça, c'est une question de rapidité, de puissance de frappe pour aller plus vite que les autres. Pour Symbio, c'est aussi, j'imagine, aussi dans la démarche. Oui, tout à fait. Et je complète ce que vient de dire Sylvie. Lorsqu'on parle de rapidité, c'est pas soudainement, on s'est dit on va faire de l'hydrogène, on additionne. Il faut savoir que, et on parle de rapidité, mais pourquoi on doit être rapide ? Parce que la Chine a mis 30 milliards. Il est nécessaire de faire des additions européennes pour arriver au moins à ces 30 milliards. Ils ont des plans avec des fonds massifs. Et, lorsqu'on est en Chine, en général, lorsque le gouvernement dit quelque chose, ça suit direct. C'est appliqué direct. Donc si un montant est annoncé, il y aura du concret derrière. Et ça va, les industries vont suivre sans essayer de dire, bien, ça n'arrive pas dans la filière française, bien sûr, mais sans essayer plutôt de défendre un tel intérêt. Ça suit, ça c'est déployé. Il est indispensable, la raison de cette rapidité, c'est ça, c'est que les autres avancent. Et si l'hydrogène a été reconnu comme une chaîne de valeur stratégique au niveau européen en fin d'année dernière, c'est la raison. On ne peut pas attendre. Pierre Fortier, l'aspect européen, vous aussi, c'est l'une de vos casquettes sur ce réseau, ce collectif d'entrepreneurs. Oui, je rejoins Fabiola. La Chine est un titan qui a investi beaucoup d'argent, donc avec une force de frappe très importante. Mais si on arrive à être collectif et synchronisé au niveau européen, on a toutes nos chances. Nous, à l'échelle de Pragma Industries, nous faisons partie de l'Association française de l'hydrogène et des piles à combustible, bien entendu, et nous avons créé, avec l'accord de la FIPAC, un groupe d'entrepreneurs pour l'hydrogène. C'est en anglais, parce que c'est Entrepreneurs for Hydrogen, parce que ce groupe a pour vocation à être européen, et il fédère plutôt les entrepreneurs à l'échelle des TPE, PME, voire ETI, pour l'hydrogène. Et je crois que la grande force de notre secteur, c'est de savoir se fédérer aujourd'hui. L'hydrogène, c'est un secteur qui existe depuis des années, qui vit de l'expérimentation et d'une forme d'abnégation depuis des années, avec une vision de ce qui doit être fait. Donc c'est un secteur qui a appris à travailler ensemble. Des acteurs de toute taille qui ont appris à faire ça. Et maintenant, il faut continuer à le faire, mais en changeant d'échelle industrielle. Et c'est pour ça qu'on a créé un groupe dont une des vocations est de s'assurer que les TPE et les PME ont leur place dans cette phase industrielle. L'abnégation, ça vous a fait réagir, Philippe Boucly, parce que forcément, il y avait aussi peut-être dans vos messages avec les pouvoirs publics, là récemment, peut-être de se dire, regardez la batterie électrique, essayez peut-être de ne pas faire la même chose sur l'hydrogène. C'était peut-être aussi un élément qui a permis de déclencher aussi cet investissement de plus de 7 milliards. Oui, puis comme disait Pierre, il y a quand même beaucoup. Il y a eu une tribune également faite par Fabio Ferrari sur Sisyphe, l'image de Sisyphe, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'essais, de faux départs aussi pour cette filière, et cette fois c'est parti. Et effectivement, il y a eu des critiques sur les gigafactories de batteries en disant de toute façon les Chinois produiront toujours plus. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour l'hydrogène, on est vraiment dans le peloton de tête avec les organismes de recherche que j'ai indiqués tout à l'heure, mais également avec l'ensemble de tout cet écosystème de start-up très innovantes comme celle de Pierre et d'autres. Symbio n'est même plus une start-up, maintenant ça y est, ils sont rentrés, c'est une ETI, quoi. PME, on va dire. Bon, une grosse PME. Et c'est aussi c'est un beau résultat d'une évolution d'une start-up qui a su grossir et ce qui n'est pas toujours le cas non plus en France. Donc ce que je veux dire, c'est que cette abnégation, elle paye finalement, et on a vraiment avec l'hydrogène des atouts très forts à jouer. Je disais... dites-moi un pays où il y a une flotte de plus de 100 taxis à hydrogène, à part Paris, j'en connais pas d'autres. Dites-moi un pays où il y a des véhicules utilitaires à hydrogène,
à part ceux qui sont faits par Symbio, j'en connais pas. Équipés par Symbio, oui. Oui, mais enfin, ça existe, et par des constructeurs français, Renault et bientôt PSA. Dites-moi un constructeur de trains qui fait des trains à hydrogène. Il y a peut-être en Chine, mais en tout cas, il y a Alstom. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même toute une palette de... vous avez Nourion, le chimiste néerlandais, il fait un benchmark de l'ensemble des électrolyseurs, il choisit McPhy. Enfin, on a toutes sortes d'indices comme ça, montrant qu'on a une filière d'excellence, donc il faut y aller. Et sur les usages, effectivement, les constructeurs, alors vous travaillez aussi donc, avec les constructeurs, bientôt avec PSA, ça démontre que justement les constructeurs automobiles aussi, l'hydrogène, c'est quelque chose qui devient incontournable pour eux. Tous les constructeurs, ou peut-être sauf un que je ne connaîtrais pas, mais on va dire la quasi-totalité des constructeurs au monde ont un programme hydrogène ou pensent à l'hydrogène. Oui. C'est pas public, mais personne n'ignore l'hydrogène aujourd'hui. Oui. Symbio équipe les Kangoo et les Masters de Renault. Nous équipons également l'utilitaire de PSA qui sortira fin 2021. Donc les constructeurs français sont en pointe sur l'hydrogène, tout simplement parce que les véhicules utilitaires légers, c'est le premier marché accessible dans le temps pour l'hydrogène. Pour les professionnels, pour ceux qui utilisent des véhicules utilitaires, il s'agit de leur outil de travail. Ils ont de plus en plus de difficultés à entrer dans les centres-villes, du fait du souci normal et partagé, accepté par tous, d'améliorer la qualité de l'air. Parfois, la batterie ne suffit pas. Parfois, elle suffit. Parfois, elle ne suffit pas lorsqu'il faut transporter beaucoup de marchandises, lorsqu'on n'a pas le temps de passer beaucoup de temps à charger. Et dans ce cas-là, l'hydrogène est très pertinent sur les véhicules utilitaires légers. Nous sommes vraiment ravis que le gouvernement français ait mis ce segment de marché dans son plan hydrogène, puisqu'on a souvent tendance, et c'est normal, à mettre seulement en avant les camions. C'est normal, parce que les camions, ça consomme énormément d'hydrogène, donc c'est bien pour les producteurs d'hydrogène. Et effectivement, un camion avec une batterie, je pense que la batterie prendrait un peu de place dans le camion pour qu'il reste encore de la place pour les marchandises. Mais voilà, le camion, certes, n'oublions pas les véhicules utilitaires légers sur lesquels la France a un vrai atout compétitif. Sylvie Perrin, sur ces usages justement multiples, du vélo au camion, c'est là où on va se rendre compte aussi qu'on peut massifier et vraiment concrétiser, parce que c'est vrai que la technologie, on l'a dit, elle est prête. C'est là aussi ce passage à l'échelle, il pourrait être concret dans notre quotidien. Il est concret, existant pour certains usages aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont plus lointains, mais quand on met en place une véritable industrialisation et une feuille de route pour l'hydrogène, il faut travailler sur le court terme, le moyen terme, le long terme. Quand j'ai commencé dans le solaire il y a 20 ans, on disait non, on n'aura jamais de stockage suffisant, ça n'existe pas. Quand on a commencé à mettre de l'argent dans le stockage, on a vu qu'on avait des ingénieurs intelligents en France qui pouvaient le faire. C'est la même chose, toute technologie, si on met de l'argent dans ces innovations, on arrivera à quelque chose d'extrêmement compétitif qui permettra un déploiement pour tous les usages. Aujourd'hui, tous ne font pas sens, mais ils feront tous sens demain. C'est pour ça qu'il faut investir dans ces usages. Et j'ai le sentiment, que du côté des pouvoirs publics, il y a cette prise de conscience. À la fois qu'il faut penser à plus long terme, et lorsqu'on parlait des PME, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce souci de s'interroger, on finance ce projet, quelles conséquences sur les sous-traitants, est-ce que vous avez besoin que tel sous-traitant, est-ce qu'il va tenir la montée en volume, et ça c'est vraiment nouveau, c'est lié à ce pilier industriel dont on avait vraiment besoin, on a senti vraiment une différence entre 2018 et 2020, ne serait-ce que dans les interlocuteurs qu'on a. Il y a quelque temps, c'était essentiellement la partie environnement, que ça soit au niveau local ou au niveau national. Aujourd'hui, on a vu que Bruno Le Maire est très investi sur ce dossier avec Barbara Pompili. Un mot pour conclure, peut-être Philippe Boucly, sur cet aspect aussi territorial, sur des zones qui vont... alors, quasiment toutes les régions ont leur projet, mais là aussi, il y aura vraiment quelque chose de très concret de A à Z dans chaque région. Mais je rebondis aussi sur ce que disait Fabiola, c'est-à-dire que ce plan, il allie de façon très intime décarbonation, donc les objectifs de décarbonation de l'industrie, et va décarboner, disons, l'atteinte des objectifs de neutralité
climatique, neutralité carbone, et réindustrialisation, création de valeur sur le territoire national, création d'emplois, et c'est là qu'effectivement ça va se jouer dans les territoires par, comme je disais tout à l'heure, la création d'écosystèmes territoriaux, donc un mot un peu compliqué pour dire que sur des plaques qui existent déjà, c'est essentiellement les ports sont déjà ces plaques, ou du côté de Lyon, la vallée de la chimie, donc c'est là que va être l'usine Symbio. Donc sur ces territoires, mutualiser les besoins. C'est là aussi que toutes les régions de France sont adhérentes de la FIPAC, et elles ont la responsabilité de créer de l'emploi. Elles sont autorités organisatrices de mobilité, donc elles ont quand même pas mal de cartes dans les mains. Donc pour créer de l'emploi et mutualiser les besoins de façon à avoir l'effet d'échelle suffisant pour baisser les coûts. L'enjeu, c'est vraiment de baisser les coûts, et pour ça, il faut, comme disait Pierre, se rassembler, mutualiser, se regrouper. Une coordination locale, nationale, et comme il disait, pour une fois, il faudrait que Bercy et l'écologie travaillent ensemble, qu'ils puissent pouvoir créer une confiance. On va suivre ça. Essentiel. Et on vous réinvitera certainement pour évoquer tout ça de manière très concrète, pour voir comment ça évolue, parce que c'est très bien ce chiffre de 7 milliards, mais il faut voir concrètement tout ce qui se mettra en place. Merci à vous de nous avoir suivis sur Mobility TV. Merci.